Automne 1980. Alba vient de fêter ses 14 ans en famille. C'est le début de l'automne. Les arbres se sont déshabillés à chaque bourrasque chargée d'une humidité qui annonce la défaite de l'ardeur de l'été. Au collège, une nouvelle élève est arrivée un mois après la rentrée officielle. Elle a froid. Son regard est arrogant et perdu. Elle vient de Centrafrique et, chaque matin, elle sort, telle une reine, d'une voiture luxueuse dont la portière est ouverte par le chauffeur obséquieux. À la fin des cours, sa prison carrosse l'attend aux grilles du lycée. Les professeurs, gênés, ont insisté auprès des élèves pour que lui soit réservé le meilleur accueil. Elle reste isolée. Alba s'en rapproche par courtoisie. Elle aime sa propre solitude, mais celle des autres, subie, la bouleverse. La triste petite princesse d'Afrique lui fait une confidence. « Je suis la nièce de l'empereur Bokassa. Toute ma famille a dû fuir les mois qui ont suivi le coup d'État. Mon oncle aussi. Nous vivons tous séparés, en exil. » Alba ne savait même pas qu'il y avait encore des empereurs en activité dans le monde. Elle s'était renseignée sur l'homme en interrogeant ses parents. Elle s'était amusée de ses frasques et de son exubérance. Elle avait été dégoûtée par les horreurs qu'il avait commises ou cautionnées. 2 jours plus tard, partie seule en week-end à Paris, Alba erre dans la ville. Elle se demande si vivre avec un tyran laisse des traces. Elle déambule, perchée sur des chaussures à talons, une torture. Elle se souvient d'images de pieds bandés des femmes au Japon. Elle pense qu'être victime des modes, c'est accepter une forme de tyrannie. Sa marche trahit une assurance forcée. Elle est hésitante, maladroite. Son pied se tord parfois dans les irrégularités des trottoirs. Elle le sait, se voit. Entre honte et impatience, elle avance. Son âme, jeune, habite un corps de femme. Il appelle, exige d'autres attentes, d'autres désirs. L'expérience lui fait défaut. Elle s'applique à ne mettre aucun signe extérieur de jeunesse. Ni jeans, ni basket, ni t-shirt. Ce jour-là, dans l'indifférence de la foule, elle porte une robe féminine. Elle souligne sa taille, ses seins, et glisse légèrement sur ses hanches à chaque pas. Son visage est maquillé, poudre, rouge à lèvres, mascara, crayon noir pour souligner les yeux. Chaque artifice lui accorde une année supplémentaire. Elle veut grandir, vieillir, être libre. Tous les signes sont bons. Elle achète son premier paquet de cigarettes. Elle se trompe, elle et les autres. Elle pourrait avoir 18 ans. Le nouveau forum a été inauguré il y a quelques mois à la place des Halles, le ventre de Paris. Un trou béant sous le regard de l'église Saint-Eustache. Elle rejoint, à quelques rues, une étrange construction. Rectangle moderne, imposant, entouré d'immeubles parisiens de quelques étages. Alba en explore tous les côtés, comme les croyants en pèlerinage tournent autour d'un sanctuaire. Une des longues façades sur rue n'est que tuyaux de toutes les couleurs. L'édifice a été baptisé Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. De ce côté, Alba y voit plutôt un musée dédié à la plomberie. De l'autre côté, un escalator, tel une chenille, monte les 5 étages et traverse en largeur la façade en verre. Elle surplombe le parvis en pente, dont les pavés réguliers sont un champ de mine pour sa progression perchée. Elle redoute la honte de tomber.
Un peu plus loin, légèrement à gauche de la place, elle repère une barrière de police posée là, sans apparente raison. Le coude gauche appuyé, sa première cigarette éteinte par peur de transgresser, logée entre l'index et le majeur de sa main droite, elle observe l'agitation du balai des saltimbanques, visiteurs, touristes, amoureux, badauds, étudiants, clochards, enhardis par la lumière grave du bonheur en sursis de ce début octobre. Discrètement, elle soulève à peine un pied après l'autre pour soulager la pression des chaussures sur ses orteils. Elle espère que personne ne remarque ce geste. Ce soir, se dit-elle, je n'aurai plus de pieds, ou ils seront transformés en ampoules. Il arrive. Leur regard s'effleure, son image tranche avec les adolescents boutonneux de son univers, imberbe, aux frêles épaules, aux bras longs et aux grandes mains, à la tête trop grosse pour certains, comme si les extrémités, encombrantes, avaient poussé plus vite que le reste. Ils ressemblent à des pantins désarticulés aux gestes désordonnés. Cette disharmonie décentre leur corps. Les regards, le sien sur eux, le leur sur le monde, ne peuvent se fixer. Alors, ces garçons-là sont bruyants, fuyants. Lui, c'est différent. C'est un homme. Ses petits yeux trahissent un regard acéré. La coupe courte de ses cheveux noirs souligne son visage carré, sa barbe naissante, l'expression légèrement renfermée. Il porte un jean 501 vieilli par le temps et un t-shirt blanc aux manches roulées. Ses bras sont musclés avec bon goût. Pour en imposer, il use avec finesse des artifices habituels. Il n'a pas besoin de la gonflette surfaite des culturistes. Son corps, assuré, dégage une fière allure ostensiblement nonchalante. En marche ou à l'arrêt, regardant l'air de rien les unes et les autres, il sait habiter naturellement une posture. Il détonne avec le désordre ambiant des passants désincarnés. Elle le remarque dans l'anonymat frénétique de cette agora urbaine. Lui aussi. Elle se surprend à user de ruses pour sonder son intérêt. Appliquée, elle se détache de la barrière de sécurité, se met en mouvement, remonte la pente douce, indifférente à la foule agitée. Un homme défiguré de pauvreté, ivre, le visage boursouflé d'addiction, la bouscule. Elle manque de tomber sous les coups de corps et de peur. L'homme éructe en menaçant « Casse-toi, petite conne !» La contenance d'Alba est menacée. Elle accélère le pas, prenant tous les risques sur ses talons. Poursuivie par l'odeur tenace de transpiration, de crasse, d'urine, elle est intriguée par un détail qui l'a marquée. Les vêtements de l'homme, aux couleurs ternies par la saleté, les traces de vin rouge et de vomi, sont de marque. Elle en est certaine. Elle hésite entre Ralph Lauren ou Lacoste. Mais ses chaussures sont des restes de mocassins Weston. Elle le sait, son père a les mêmes, cirés. Elle pense, comment peut-on avoir été un autre, riche, puissant, et devenir ça? Son ça charrie avec lui la fracture, la misère et la déchéance. À 14 ans, elle voit et ne trouve pas de réponse. Elle oublie et passe à autre chose. Arrivée en haut du parvis, elle s'installe à une terrasse de café. Elle pourrait se laisser aller au spectacle de rue et de vie devant elle, laissant son regard aller de l'un à l'autre dans cette insouciance lumineuse. Elle le cherche du regard, le ventre serré. Les battements de son cœur légèrement accélérés résonnent. Il s'avance, elle jauge. Elle est inquiète, elle redoute, il s'approche. Son assurance lui en impose. Premiers échanges ponctués de sourires,
Il joue dans une autre cour. Elle n'en connaît pas les codes. Pour elle, la barre est haute. Elle prend son élan, l'attrape, s'y accroche et donne le change. Il lui propose d'aller voir un Renoir. En marchant, Alba fume sa première cigarette. Elle croit s'étouffer avec le peu de fumée qu'elle avale par mégarde. Elle se contient pour ne pas tousser. Elle n'aime pas le goût dans sa bouche, l'âpreté de la chaleur dans sa gorge. Elle jette sa cigarette. Elle se meurt sur un petit pavé. Il est plus âgé qu'elle, plusieurs années sans doute, 10 ans peut-être. Elle le devine, lui ne le sait pas. Elle force le mystère sur sa vie, son âge. Trop peur de décevoir. Première dissimulation. Aucun geste de sa part, autre question. Elle crampe sur son mutisme et n'avoue rien. Alba a le souffle court. Il se sépare avec un « demain on s'appelle ». Elle attend, tendue. La nuit est agitée, le trouble grandit, la tentation de faire l'amour aussi. Elle conçoit d'impossibles histoires dont elle est le centre et toujours ancrée en elle cette farouche exigence de liberté. Le lendemain, elle hésite à l'appeler. Elle aurait pu, elle aurait dû attendre. Elle résiste un peu et s'y résout. Le cœur bat, le ventre se serre. Elle compose le numéro sur le cadran rond qui tourne, la main moite sur le combiné. Elle pousse les graves dans sa voix pour paraître plus âgée. Elle subit un autre interrogatoire sur elle et ses non-dits. Cachotterie confirmée, mal assumée. Elles attisent le questionnement. Le feu n'est pas loin. Au centre de Paris, sur les bancs de pierre qui entourent la fontaine des Innocents, Alba, tourmentée, attend Alex. Des enfants jouent à chat avec les pigeons autour du bassin rond rempli d'eau. Dès qu'ils s'en approchent, les oiseaux s'envolent et, moqueurs, se posent un peu plus loin. Et la chasse reprend. Leurs visages ivres de joie, leur corps libre, leur intouchable insouciance se confondent avec les voluptueuses naïades figées dans de gracieuses et lascives figures de ce temple miniature au milieu de la place. Rien, ni bruit, ni odeur, ni image n'ont plus d'importance que cette vision brouillée, obsédante. Une voix grave la sort de son absence, l'interpelle. Saisie par l'intrusion, Alba revient au monde. En elle, des sentiments contraires l'étreignent. Elle accepte sans assurance de suivre Alex dans un restaurant. C'est la première fois qu'elle est invitée par un inconnu. Il choisit de les installer à l'abri des regards. Les tables en marbre sont rondes, cerclées de cuivre. Les chaises bistrot sont en bois marron, inconfortables. Sur les murs, des peintures témoignent de l'histoire de la fontaine au fil des siècles. Bâtie initialement sur l'ancien cimetière des Innocents, elle fut ensuite déplacée. Le serveur est élégant, pantalon noir, chemise et long tablier blanc sur un corps sec, élancé. Ses joues sont rosies, comme le blanc de ses yeux, de trop de ballons de rouge. Comme tout serveur parisien, il les sert avec efficacité et rudesse. Le roi en ce domaine, c'est lui. Les clients sont ses sujets. Elle l'observe danser entre le bar et la terrasse, se faufiler entre les tables, manier avec une redoutable dextérité son plateau rond. Il force son admiration quand il est chargé, porté en équilibre, à la seule force de la main et de l'avant-bras. Elle l'entend presser les hésitants et annoncer d'une voix tonitruante la commande. Quant au patron, bedonnant, plus âgé, derrière le comptoir sur lequel trône un porte-œuf dur et une salière transparente avec quelques grains de riz pour l'humidité,
Il économise ses pas et ses gestes entre le percolateur pour les petits cafés, les doses de divers alcools délivrées par pression sur des bouteilles retournées accrochées, le tiroir-caisse qui se ferme et s'ouvre au gré de l'argent pris et reçu. Parfois, en cachette, l'air de rien et par conséquent l'air suspect, il se sert un petit verre de calva avalé sans souffler. De la cuisine séparée par les 2 battants en bois comme une porte de saloon de western, s'échappent des effluves délicieux de plats. Envahissant, titillant les papilles, il précède la patronne qui s'extrait chargée d'assiettes généreusement remplies, qu'elle dépose sur le zinc avant de retourner en son royaume. Parfois, elle s'aventure dans la salle pour apporter l'assiette fumante devant le ventre, recouvert d'une grande serviette nouée au cou, des clients réguliers qui font partie du décor. Elle lâche un mot gentil. Son corps rond, ses seins lourds, son sein d'un tablier à fleurs, passé par le temps et les lavages réguliers. Sa gouaille trahit sa bonhomie et sa fermeté. C'est une maîtresse femme au large cœur qui donne envie de coller sa tête contre sa poitrine accueillante. Le vieux trio est sans complaisance, sans bienveillance l'un à l'égard de l'autre, mais complices, laborieux, valeureux, ils jouent une partition sans fausse note. Leur moteur est bien huilé. Alba tressaille quand elle sent la main d'Alex caresser son genou sous la table. Elle oublie le décor, le trio, les peintures. L'étreinte intime la reprend. Elle s'applique à maîtriser le mensonge par omission, par dissimulation. Alex est attiré, intrigué par ses silences, ses absences, cette zone de flou dont elle abuse. Elle se croit maîtresse de la partie, elle n'est que papillon naissant. Le feu n'est plus loin. Il lui faut un déjeuner, de la prévenance, des questions, des réponses imaginées qui la font rire pour qu'elle lui révèle son âge, sa vie, ses tentations. Tout dans l'expression d'Alex est surprise mal dissimulée. De prostituée, terroriste, étudiante, entre autres rôles qu'il lui a donnés comme des perches tendues de plausibles destins, elle devient autre, la sienne, une ou plutôt sa nymphette. Alba ne connaît pas le mot, s'il n'en a pas encore l'âge, Alex en a les fantasmes, ceux d'un nympholepte. Au 2e jour, son apparente compréhension de la dichotomie intime d'Alba les mène sur les chemins de mains qui se tiennent, de bouches qui se rencontrent, de jambes délibérément ouvertes, offertes à portée d'Alex. Pour Alba, la confiance a remplacé la crainte. Le feu n'est plus loin. Et sa main en boule dans la paume de la sienne n'y fera rien. Elle repart, rentre dans sa ville. Alex vient la rejoindre sur le quai de la gare. Il monte dans le compartiment, la pousse calmement et fermement contre la porte des toilettes, prend sa taille et descend sur ses hanches, embrasse sa bouche et caresse son sexe à travers ses habits. Tout, dans les gestes d'Alex, s'oppose à la pudeur d'Alba. Elle est honte et fierté. Il quitte le train. Il n'aime pas les départs. Puis, plus rien. Un quai sans lui, l'obsession d'un éveil sensuel, une gêne, un tourment, un état amoureux, un corps en manque, déjà. À la 3e rencontre à Paris, l'air en ce samedi est électrique. Dans le métro, elle entend les mots horreur, attentat, antisémitisme, mort, Copernic. Des bribes qui ne racontent pas une histoire. Tout transpire la peur. Alba est là pour retrouver Alex. Elle dresse une forteresse. Il n'y a plus de ville, plus de paysage, plus de décor, ni d'histoire, ni de pierre, ni de visage auquel se raccrocher. Il n'y a plus d'encre, plus de voyage imaginaire. Il n'y a plus d'horizon incertain, ni de passé chagrin. Il n'y a que leur corps. Elle le cherche. Et les formes du sien sous les mains d'Alex sont un monde de mystère. Leur approche, d'abord douce, commence là. Ne reste que leur corps,
pas encore leur peau. L'étoffe de leurs vêtements les protège d'eux-mêmes. Le feu embrase. À la 4e rencontre, quelque temps plus tard, quelques semaines peut-être, Alba revient à Paris, un jour de novembre, sombre, humide, hostile. Elle retourne à l'ouvrage de plaire et celui d'être aimée. Des signes sont là pour tout arrêter. Elle ne les écoute pas. Alex a changé, moins prévenant, légèrement méprisant. Distance pour lui et déception pour elle. Il faudrait arriver à suspendre le désir, apprendre déjà à arrêter le temps, un peu. Alba avance comme le papillon de nuit est appelé par la lumière. Le feu est là. Il marche dans un Paris brutal qu'elle ne connaît pas. Le boulevard est sombre. En levant la tête, Alba ne voit que les viaducs de fer. Il lui coupe l'échappée du ciel. Sortis de terre, toutes les 3 minutes, des métros traversent bruyamment la ville sur des rails aériens. Sur le parcours, les voyageurs ont une vue plongeante sur les fenêtres fermées des appartements du 1er étage, voire du 2e. Double agression dans leur intimité. Les immeubles d'habitation et de commerce s'arrêtent quelques dizaines de mètres et laissent place à un horizon grillagé. Alba et Alex passent au-dessus des entrelacs de lignes de chemin de fer entre une gare parisienne et le reste du monde. Des hommes venus d'ailleurs qu'elle ne connaît pas, vendeurs à la sauvette, s'attardent, insistent avec leur regard sur son corps. Ils disent des formules dans une langue inconnue. Elle aimerait être ailleurs, en douce. Elle cherche la main d'Alex et ne la lâche plus. Au croisement avec une avenue, ils prennent la tangente. Soudain, devant une porte en bois vert foncé, d'un immeuble cossu en pierre de taille, Alex les arrête. Au fond du hall, elle aperçoit une cabine d'ascenseur en vieux bois patiné, sur lequel s'ouvre une porte grillagée. L'espace est exigu alors que les étages défilent. Au 6e, il pénètre dans un grand appartement monacal d'un ami d'Alex. Quand il allume, Alba détaille tout. Elle oublie le corps, le désir, la peur. Un lit double trône au milieu de l'immense pièce. Un bureau en bois est dans un coin qui permet d'être vigie sur l'ensemble. Chacun des 4 murs a une fonction précise. L'un est réservé aux 2 grandes fenêtres, l'autre, qui lui fait face, à l'entrée, aux étagères de livres et à une porte sur un couloir qui dessert la grande cuisine et la salle de bain. Le plus intrigant est l'histoire ordonnée sur les 2 autres murs. De loin, sur celui de droite, on peut lire en grandes lettres majuscules « Terreur ». Sur celui de gauche, elle lit « Horizon » ou « Mirage ». Pour elle, plus rien d'autre n'existe. Alex l'observe, sans un geste. Il aime aussi ces voyages silencieux. Ils le retiennent. Sous les mots, des images ont été accrochées. Chaque mur est un tableau composé avec soin. Elle s'avance vers le mur « Terreur ». En haut, à gauche, elle découvre la reproduction d'une peinture représentant une femme au visage beau et dur, barrée d'un monosourcil épais, dont les cheveux longs, noirs, défaits sur un torse nu, constellé de clous recouverts de bandages blancs qui cachent ses seins, est ouvert sur une colonne en pierre qui traverse son corps et soutient sa tête. Alex lui dit doucement, pour ne rien briser, « Frida Kahlo, peintre mexicaine ». Au milieu, une photographie noir et blanc rappelle la piété de Michel-Ange. La mère et l'enfant sont dans un bain, peau contre peau, l'enfant d'une dizaine d'années, d'une grande maigreur, nu, a les jambes déformées, les mains recroquevillées vers ses poignets.
son visage abandonné, les yeux révulsés et paisible sous le regard aimant de sa mère, présente, quoi qu'il en soit. Elle soutient avec grâce le corps malade. La lumière est douce, enveloppante sur eux, alors que tout est souffrance. Alex dit « Minamata ». Elle poursuit, ébranlée. À droite, une autre photographie, une embarcation, fragile, débordante de monde, tangue, perdue au milieu d'une mer. Alex dit « Les boat people vietnamiens ». Dessous, 2 coupures de presse. La couverture d'un magazine américain, le Time, représente une femme au brushing parfait. Le journal titre « Brighton's Fighting Lady ». Alex dit « Margaret Thatcher ». Une double page en noir et blanc d'une foule serrée à perte de vue d'hommes moustachus, de femmes voilées de noir, brandissant des portraits d'un vieil homme barbu au regard sévère, à l'expression antipathique. Alex dit « Première République islamique, leur chef, Khomeini ». Une fenêtre s'est ouverte pour Alba sur des histoires mises à distance de son univers ouaté, jusqu'en cet instant-là. Elles ne la quitteront plus. Des cadres vides ont été dessinés sur le mur, dans l'attente d'autres terreurs, sans doute. Le mur est grand, et ils sont nombreux. En silence, prenant la main d'Alex, elle traverse la pièce, contourne le lit et se poste devant le mur, horizon, au mirage. Rien n'a plus d'importance. 3 photographies et 2 affichettes de films sont parfaitement alignées. Les premières sont en noir et blanc, les secondes en couleur. En haut, à gauche, des hommes noirs sur un podium lèvent un poing ganté, la tête penchée. Les blancs sur la photographie ont le regard fixe, la tête haute, les bras raides contre leur corps. Ils semblent ne rien remarquer. Alex dit « Black Panther, J.O., 1968 ». À droite, Alba est fascinée par une image de 2 très jeunes enfants qui avancent dans un sous-bois vers la lumière. Elle pose le bout de ses doigts sur la photographie comme si la toucher lui donnerait de sa pureté. La marche vers le paradis, Eugène Smith. Dessous, les 2 affiches de films encadrent symétriquement la photographie. La première, en petit format, représente 2 jeunes filles, légèrement dévêtues, dont une embrasse avec douceur la nuque de l'autre. Rien ne la trouble dans cette image. Il est écrit « Bilitis ». L'image en noir et blanc est une vieille dame aux cheveux blancs, légèrement décoiffée, un foulard blanc au cou, seule parmi des vieux hommes sérieux, tous vêtus d'un uniforme brodé de fil d'or. Alex dit « Marguerite Yourcenar, première femme à devenir une immortelle ». À côté, l'autre affiche met Alba mal à l'aise. Une femme, la poitrine nue, les cheveux courts, le cou seulement vêtu d'un sautoir en perles, assise dans un fauteuil en osier qui forme une fleur, les jambes non pas croisées mais l'une sur l'autre, dans une attitude provocatrice. Son regard se veut direct. Elle y devine une fragilité. Il est écrit « Emmanuel ». Des cadres vides tracés sur le mur attendent d'autres horizons ou d'autres mirages. Dans l'un d'eux, elle découvre une petite photographie carrée entourée d'un bord blanc. Elle est plus épaisse que les autres. Des couleurs pastel laissent entrevoir une femme habillée de vert, tenant une fleur jaune. Alex dit, l'air dubitatif. C'est un Polaroid, une photo qui sort tout de suite de l'appareil. Quant à l'image, mon ami est de mère allemande. Là-bas, ils sont fous d'écologie. Comment passer du nazisme à la défense de la planète? Alba n'a posé aucune question. Elle ne veut pas trahir son étrangeté de toutes ces histoires, faits historiques, mémoires visuelles. En elle, quelque chose a changé. Elle s'ouvre peu à peu au bruit dissonant du monde. Alex ouvre une bouteille,
Le bruit du bouchon la ramène à la présence du lit, Titanic et radeau. Ces heures-là, il y a une légère ivresse dans le seul verre de vin qu'elle boit et le premier joint qu'elle fume. Il y a une certaine lenteur dans ses gestes pour la déshabiller et l'allonger sur le lit. Il y a la chaleur et la peur qui l'envahissent, l'attente aussi. Alex s'allonge sur Alba, première rencontre de leur corps nus. Il la caresse, l'embrasse sur la bouche, sur la peau tremblante de son corps. Il y a tension, sensualité, étonnement du naturel de son corps aimant. Alex éteint la lumière. Alba pense « Je ne vois plus les murs ». Leur sexe se touche. Alba pense « Non », résiste un peu. Alex entend seulement l'impudique appel. Il entre en elle. Il y a la douleur, il y a la peur, encore la peur, et avec elle la réminiscence d'une violence. Les deux images se superposent. Ils deviennent en cet instant des victimes inconscientes, innocentes. Une terreur d'antan répand insidieusement une ombre indicible sur leur rencontre. Cette nuit-là, Alba s'endort paisiblement contre Alex, corps contre corps, peau contre peau, autre première fois. Le lendemain, il la réveille en l'embrassant. C'est le jour du départ. Dans son âme et dans son corps, elle emporte avec elle le mur du chagrin et celui de la joie. Un ou deux appels échangés pour la forme, des banalités. Il n'y a rien à dire, rien à voir, rien à raconter, rien à partager. Par instinct de survie, Alba l'occulte, lui et le reste. Désir, impression, dégoût, image, jouissance, tendresse, souvenir. Un vague chagrin en elle. Au collège, Alba est passée de l'autre côté. Les garçons la veulent comme initiatrice, et les filles l'envient. Alba et Alex sont indifférents aux 4 rencontres, fondation bancale de leur histoire. Reste en elle ce goût d'un don total, absolu, d'une offrande, d'une blessure rejouée. Cette nuit-là, le feu du fer a marqué. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Hiver 1982. Le cri d'un enfant l'a fait sortir de sa triste torpeur. Un lent coup d'œil pour prendre le temps de dévisager chacun des voyageurs. Elle tourne la tête vers la vitre et son reflet dans le noir de la nuit. Il y a de l'ennui dans le wagon ce soir. Dans quelques instants, nous arriverons en gare, Paris, gare du Nord, terminus. Veuillez descendre à l'arrêt complet. Assurez-vous que vous n'avez rien oublié dans le train. La voix du contrôleur la met en alerte. Elle n'est plus seule avec ses pensées, mais dans une excitation physique. Le ventre se serre, le sexe appelle, la peau réagit à chaque frottement de vêtements, et le cœur étreint au battement saccadé, et le corps, sentinelle docile, exécute les ordres de l'esprit, pragmatique. Ne pas perdre de temps, ne pas rater le train, le retrouver, une urgence. La gare est grande, les voyageurs se pressent. Elle fraye son chemin entre les valises, les poussettes, les hésitations, les attentes déçues, les retrouvailles et les embrassades. Elle jette un coup d'œil et espère qu'à l'arrivée, il sera là. Elle ne serait plus seule. Elle court pour attraper le premier métro. Fébrile, elle s'impatiente du temps entre 2 arrêts, compte mécaniquement les secondes entre chaque quai. Les couloirs du métro sont interminables. Elle court dans le dédale, le labyrinthe aux murs recouverts de carrelage au blanc sale, régulièrement envahi d'encarts publicitaires. Aucun ne la marque. Elle court, dans les recoins des couloirs à l'abri des caméras, de fortes odeurs d'urine la dégoûtent. Elle passe, vite, sur un chemin qu'elle pourrait parcourir à l'aveugle. Elle sort du métro, cours du Havre, l'heure de tous, l'horloge au cadran fou recouvert de fientes de pigeons est là, posée dans la nuit parisienne. Elle emprunte les escaliers mécaniques et monte par 2 les marches pour aller plus vite. Il la laisse dans l'immense salle désuète des pas perdus de la gare Saint-Lazare,
dont seuls quelques guichets encore ouverts animent l'abandon du soir. Elle ne s'y attarde pas, la traverse en courant. Devant les quais, l'air froid s'engouffre et fige. Il est tard. Les trains de banlieue ont déjà, il y a longtemps, déversé et embarqué leur cohorte de voyageurs. Seuls les fêtards du soir prendront un des rares trains encore au départ. La gare est déserte, et ceux qui la peuplent ont souvent des mines patibulaires. Tout lui semble hostile. Alba a froid. Elle se sent petite, seule, un peu perdue. L'excitation s'étiole devant le vide. Autre train, autre éclairage blafard et mine triste, autre noir à travers la vitre entrecoupée de petites lueurs des gares traversées, autre temps suspendu. 1 heure à patienter encore avant d'arriver. Elle rentre en elle et pose la tête sur la vitre glacée. Elle a envie d'absence. Le désir tout court n'est plus. À la place, la lassitude et le doute. Celui de l'appel, elle replonge en elle, comprendre, retrouver l'enchaînement, celui qui l'a conduite vers ce chagrin. Octobre dernier, 2 mois auparavant, en vacances dans une des maisons de campagne de ses parents, Alba et son amie Lou passent leur journée à fumer dans la chambre. En guerre contre les autres, elles sont nécessairement victimes incomprises, du très banal. Son amie Lou, son alter ego, petite fille de riche abandonnée, ballottée d'un pays à l'autre, d'une maison à l'autre, en pension chez son oncle et sa tante avec lesquels elle se disputait régulièrement. Les 2 lycéennes partageaient leur vie décalée et leur solitude. La mère d'Alba aimait Lou et son côté frondeur, libre. Au regard de ses indéniables qualités, sa mère avait décidé qu'elle pouvait rester chez eux. Lou avait les cheveux coupés à la garçonne et ceux d'Alba étaient longs. Lou était fine, droite et ses seins étaient petits. Elle portait des jeans Levi's, modèle 501, ceux que portent les garçons. Alba était tout en rondeur et partageait le monde en 2. Celle dont le corps androgyne était fait pour porter le mythique Lewis et celle dont le corps, comme le sien, ne tolérait pas la coupe droite du pantalon. Un jour, elle décide d'appeler les garçons qui ont compté pour l'une et l'autre. Par pure bravade. Lou est allongée sur la moquette de la chambre. Elles sont sous les toits. La lumière vient de la grande fenêtre au-dessus de leur tête. Une percée vers le ciel. Alba, assise, aux côtés de Lou, leur petit carnet d'adresses ouvert devant elle, le téléphone à cadran à portée de leurs mains, le cordon enroulé autour de son index, par nervosité, Alba ne pense qu'à Alex. Pas de sentiment déclaré, juste un goût de revanche. L'excitation de la transgression, de l'interdit, du défi les fait pouffer. Elle va composer le numéro. Le rire s'étiole avec une boule au ventre, une vague appréhension. Elle regarde Lou, pas de recul possible. Maîtrisant son émotion, elle compose le numéro, laisse sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En réponse, le silence, l'espoir à chaque sonnerie. Elle va raccrocher entre soulagement et déception. Elle lève la tête, le ciel est noir. Lou prend l'écouteur. Une voix d'homme, jeune, ferme, à peine cassée par la cigarette, à peine agacée, dit « Allô ?» Les nuages sont menaçants et bardés d'éclairs. Elle jette un coup d'œil à Lou, au regard pétillant, et elle dit « Bonjour Alex, c'est moi. Comment vas-tu » On entend un éclair qui éclate. Il a couvert sa voix, Alex ne l'a pas entendu. Elle répète « C'est moi. Comment vas-tu » Elle entend dans sa voix sa surprise, puis il se reprend, plus sûr, et dit « Ça va, ça fait plaisir. Et toi ?» Elle a perdu toute assurance. Tout en elle est étreint dans un étau. Lorsqu'elle raccroche, elle est touchée, donne le change. Tout excitée, Lou commente. Et dans cette chambre, il y a du rire cet après-midi d'octobre. De ce qu'ils se sont dit,
Elle se souvient seulement qu'il l'a invitée à venir le voir dans la ville où il étudie. Une invitation qui devient une obsession pour elle. Aller le retrouver chez lui, vivre comme une grande, une adulte, le temps d'un week-end. Il n'y avait plus de provocation, elle est prise, à corps perdu, sans raison. Pour arriver à ses fins dans les jours suivants, Alba profite d'une faille familiale. Sa grande sœur, après des années loin de la famille, revenue à la maison d'un long périple d'une quête personnelle, a décidé de reprendre la route. En crise, elle s'enferme dans sa chambre et elle a fait vœu de solitude. Elle ne se mêle à personne, lit, dort, dîne dans sa chambre, va se doucher la nuit pour éviter toute interaction, parle par onomatopée. L'affaire dure depuis plusieurs semaines. L'atmosphère est chargée, sa mère tolère, tente de comprendre. L'expression « hors de lui » au sens propre définit l'état de son père. La cellule familiale, ou ce qu'il en reste, se délite un peu plus. Dans la violence, tue. De guerre lasse, les parents ne résistent pas à son programme, énoncé comme une évidence, qui ne souffre aucune réserve, ni aucun commentaire. Le week-end prochain, je vais chez lui. Depuis 2 mois, le week-end est devenu un voyage régulier. Alba a 2 vies. Elle est double. Le départ définitif de Lou au Canada l'a rendue plus étrangère encore. Elle tisse peu de liens au lycée et se détache plus encore de ceux distendus à la maison. Elle n'y passe que les jours ouvrés, y est souvent seule. Le reste est dédié à Alex et ses libres pensées aussi. Pas un instant il ne sort de l'âme flottante d'Alba. Depuis, le manque constant est physique. Mais pas seulement. La dépendance insidieuse s'installe en silence. La campagne discrète et silencieuse, plongée dans la nuit, abdique devant la périphérie triste, surpeuplée. Là, l'urbanisation violente, décousue, a eu raison de la nature et des hommes. À leur souffle ont succédé des respirations haletantes de survie dans un climat de tension et d'abandon. Les néons, blancs et froids, que laissent échapper les fenêtres s'envoler, ont la couleur du sacrifice, de la beauté, sur l'autel de l'économie chiche. Il tranche avec son univers visuel, habituel, où les lampes éclairent, tamisent et sont délicates aux êtres et aux choses. La gare est proche. Alba sort d'elle-même. Les sens s'éveillent brusquement. L'impatience a chassé les rêveries. Et l'étau sur elle se referme, sur son corps, sur son âme aussi. Le train frôle le quai. Elle regarde par la vitre, scrute la petite assemblée venue attendre les voyageurs. Elle aimerait le trouver. Elle ne le voit pas.